Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des GitHub Copilot Office Hours en français. Je suis Philippe Didier-Georges, senior spécialiste chez Microsoft et je suis accompagné de Daniel. Bonjour, je suis Daniel Mepiel, je suis aussi senior spécialiste chez Microsoft France, enchanté. Alors, aujourd'hui, on va discuter un petit peu de nouvelles choses qui ont été montrées lors de la build. Mais avant de rentrer un peu dans le cœur du sujet, petite information à faire passer quand même, qui est importante. On a publié, vous l'avez peut-être vu passer, les replays des précédentes sessions. Donc pour ceux qui, par exemple, n'ont pas eu la chance de découvrir les Copilot Office Hours tout de suite. Donc on a commencé en janvier, donc on a déjà eu 5 précédentes éditions. Donc vous pouvez retrouver le replay en fait sur la chaîne YouTube Microsoft Developer France via le lien qui est partagé ici ou le QR code, et ça vous permettra de voir en fait déjà toutes les démos qu'on a pu faire et les différentes questions auxquelles on a pu répondre sur la précédente édition. Et donc pour rappel, pour les nouvelles personnes qui découvriraient ce format, du coup, l'idée c'est qu'on a une petite session de 1 heure. Comme vous avez vu, c'est sur inscription, donc c'est gratuit, c'est sur inscription, et vous avez la possibilité notamment de poser des questions ou de faire des remarques dans ce formulaire d'inscription, et en fait on va essayer de répondre aux questions dans cette heure-là. L'idée c'est qu'on fait 20 minutes de démo, on prépare toujours 20 minutes de présentation, c'est d'avoir un peu des use cases, de partager un peu des tips, des cas pratiques, et ensuite de répondre déjà aux questions qu'on a reçues via le formulaire et d'essayer de répondre à un maximum de questions en live pour vous permettre de vous débloquer ou de répondre un petit peu à des problématiques que vous auriez. Et on a toujours la communauté qui est ouverte sur Discord, que vous pouvez rejoindre via le lien qui est indiqué en dessous. Voilà, alors on va tout de suite basculer dans un mode démo. Hop. Alors, pour cette démo, ce qu'on voulait montrer, c'était, en discutant avec Daniel, c'était bien sûr la partie Coding Agent qui a fait beaucoup parler d'elle sur la précédente build. Mais là, en fait, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu tout ce qui va permettre aujourd'hui dans GitHub Copilot de vous aider avant d'arriver même à cette partie coding, de customiser un petit peu et de rendre plus efficace votre GitHub Copilot pour que ensuite le Coding Agent puisse vous aider et être lui-même le plus efficace. Et donc pour ça, en fait, l'idée c'est qu'on va partir. Moi, je vais prendre le rôle aujourd'hui plutôt d'un Product Manager et on va partir vraiment du début en fait pour faire notre application. Et donc là, pour l'instant, j'ai juste un petit projet de base qui est parti d'un template où tout ce que je vais avoir, c'est un README, un petit dossier .github. Donc en tant que Product Manager, je pourrais travailler par exemple depuis le portail, mais je suis un PM par exemple qui est assez technique, et donc j'aime bien travailler aussi depuis Visual Studio. Donc je retrouve en fait mon projet qui est ouvert ici avec le README qui aujourd'hui est vide, il n'y a rien de particulier, et je vais avoir un fichier GitHub avec un certain nombre de choses, et notamment un fichier dont vous avez déjà parlé. Vous avez déjà parlé dans les précédentes éditions des Office Hours, c'est le Copilot Instructions. Donc c'est un fichier .md où on va pouvoir donner un certain nombre d'instructions un peu sur tout ce qu'on souhaite à GitHub Copilot pour un peu customiser la façon dont il agit. Par exemple, on va lui donner un petit peu des informations, des règles, par exemple, always ask clarifying questions to ensure a clear understanding of the task. Par exemple, lui dire, n'hésite pas à poser des questions s'il y a besoin. Voilà comment tu vas pouvoir aider à brainstormer un peu une idée. Comment tu dois créer des issues, par exemple, quelque chose d'assez simple, et des instructions aussi en termes de code. Donc là, on peut mettre dans un fichier un certain nombre d'instructions, et en fait l'idée c'est que ça va servir aussi bien dans l'IDE que sur le portail comme un peu un méta-prompt pour notre GitHub Copilot. Donc là je suis Product Manager, ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai une idée au départ pour mon application qui s'appelle Hiking App, et je vais déjà commencer à utiliser un peu GitHub Copilot, l'IA, pour m'aider vraiment à déjà brainstormer un peu, commencer à organiser et développer un peu mon idée. Donc je vais lui dire ça, je vais lui demander en fait de m'aider à écrire ce qu'on appelle un Product Requirement Document. Donc je lui dis, OK, I'm working on a new project of a public web app. Je vais zoomer un petit peu.
To manage agile meetups, even with tool for both administrator. Non, c'est pas le. Si je prends pas le bon prompt, ça va pas aller. Hop, c'est pas vraiment une hiking app, ça. Hop. Voilà. Je lui dis donc, je travaille sur un nouveau projet d'une web app publique pour aider les utilisateurs à organiser des voyages de randonnée et découvrir de nouvelles destinations basées sur une web app et des agents IA sur Azure. Et je lui demande, OK, tu dois m'aider à brainstormer le projet et créer un PRD, donc Product Requirement Document, dans un format Markdown. Et je lui demande just return the PRD content et je vais lui dire tant qu'à faire in raw Markdown. Comme ça, je vais directement avoir le Markdown retourné qui va me permettre de créer le document. Donc je commence par lui demander ça. Et là, tout de suite, vous voyez, il va commencer à travailler, mais je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, il a ajouté automatiquement quelque chose ici, General Coding Instructions. Alors, je vais le laisser travailler un petit peu sur le contenu. En attendant, on va regarder en fait, si vous regardez bien, j'ai le Copilot Instructions ici, mais j'ai également un petit dossier qui s'appelle Instructions, dans lequel j'ai des fichiers qui s'appellent General Coding Instructions, TypeScript React Instructions, et là, on rentre en fait dans... En fait, vous avez la possibilité, Copilot Instructions, c'est un fichier qui est un peu générique. Cela va vous permettre de préciser un petit peu, par exemple, vos guidelines de code. Et donc là, en l'occurrence, pour tous les types de demandes, donc c'est la méthode qui sont là, ça va s'appliquer. Donc j'ai des standards de code génériques, mais si par exemple je vais travailler après sur un fichier de type TypeScript ou React, donc TSX, je vais avoir par exemple ces instructions-là qui vont automatiquement s'appliquer aussi par convention, parce que je suis dans Instructions, que j'ai TypeScript React et que j'ai ce filtre-là qui est défini. Donc je vais pouvoir ajouter un certain nombre d'instructions qui seront automatiquement prises en compte. Et ça aide vraiment pour spécifier un petit peu les guidelines de code, les bonnes pratiques que vous voulez que GitHub Copilot applique sans avoir forcément à les rappeler derrière ou sans avoir à trop surcharger un Copilot Instructions, un fichier unique qui serait beaucoup trop complexe. Dernière chose qui peut être utile aussi pour le Copilot Instructions, et après on va retourner un petit peu au résultat de ce qu'il a fait, c'est que vous avez la possibilité de référencer aussi des fichiers. Donc là encore une fois c'est facile, là j'ai référencé le readme.md, mais je pourrais par exemple découper mes instructions dans différents fichiers, faire une arborescence et les référencer ici, il saura très bien le gérer. Donc ça va permettre d'éviter d'avoir un trop gros fichier, vraiment de plutôt découper ça en petits fichiers, c'est un petit peu les bonnes pratiques qui sont recommandées. Voilà, donc ça c'est pour la partie Copilot Instructions. Donc là on voit qu'il m'a retourné un contenu avec, alors c'est du PRD, c'est un format un peu standardisé, connu, on a un peu le contenu, donc il sait gérer ce genre de choses. Donc il va me dire l'objectif du projet, il va me décrire mon projet, commencer à brainstormer un petit peu les personas, les principales fonctionnalités, etc., etc. Bon, ça c'est bien, c'est assez basique, c'est assez synthétique, et ça va me servir pour générer par exemple mon fichier PRD. Alors je vais demander raw markdown, c'est pas grave, on va le créer, on va le créer nous-mêmes. Faire un prd.md et lui mettre le contenu là-dedans. Hop, ça je vais enlever et on va juste vérifier. Ok, donc là j'ai mon contenu et ça ressemble à un fichier, voilà, où j'ai mon fichier que je vais pouvoir aller committer puisque j'ai déjà un contenu qui est acceptable pour commencer. Ça, c'est basique. Maintenant, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là où on va pouvoir essayer d'enrichir un petit peu nos prompts, ou alors, pour éviter de surcharger, puisque là, on est vraiment dans un cas, on va vouloir avoir des cas spécifiques de brainstorm et d'écrire le backlog et aller un petit peu plus loin. Ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des reusable prompts. Donc là, vous avez également par convention un nouveau dossier que vous avez créé qui s'appelle prompt, dans lequel vous allez pouvoir définir vraiment des prompts beaucoup plus, on va aller dans une description beaucoup plus complète, et je vais par exemple avoir ce qu'on appelle ici le ideator prompt. Alors il râle un petit peu sur la syntaxe, mais ça c'est pas très grave. Mais du coup, c'est voilà, on voit un brainstorming assistant. Donc là, on va vraiment pouvoir générer un petit peu des agents. On va voir comment les utiliser derrière, mais en leur définissant vraiment un processus beaucoup plus complet. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un prompt qui est réservé justement au mode agent. Donc le mode agent qu'on a pu voir dans des précédentes sessions qui permettent de faire des use cases beaucoup plus avancés. On va voir comment on peut l'utiliser. Là, en l'occurrence, on en a défini plusieurs. On a le ideator, on a un implementer, on a un planning assistant, un product manager assistant, tester assistant, etc., etc. Comment ça se passe? Ici, j'ai mon
Ideator Brainstorming Assistant, et donc j'ai mis un prompt.md. Et donc je vais basculer maintenant, faire un nouveau chat et aller directement, donc je vais ouvrir mon prd.md, ça sera pratique pour l'avoir comme référence, et je vais aller dans mon mode agent ici, et je vais demander, en fait je vais faire une commande /commande, et c'est là où vous retrouvez donc, les fameuses /commandes qu'on avait déjà dans GitHub Copilot depuis le début. On va retrouver en fait les prompt files ici, workspace prompt file, pour le mode agent, et notamment mon Ideator Brainstorming Assistant. Donc là en fait, comme c'est déjà un assistant dont l'objectif c'est de brainstormer, je vais lui dire, ok, help me brainstorm my app, par exemple. Voilà, je peux prendre GPT 4.1 ou un autre, par exemple, mais le 4.1 s'en sort très bien pour ce genre de tâches. Et du coup, automatiquement, donc, il récupère le Ideator Brainstorming Assistant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il me répond en français parce que je l'ai mis dans mon Copilot Instructions. Donc, malgré tout, le Copilot Instructions fonctionne toujours. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il commence pas par générer directement une réponse, mais me poser des questions. Peux-tu préciser la zone géographique prioritaire? Souhaites-tu que l'IA aille jusqu'à la planification? Alors, je vais lui dire, ok, la zone géographique prioritaire. Ok, l'application est destinée aux utilisateurs français. Hop. Français. Ok, l'application doit... Donc là, je réponds à ces questions. Permettre de planifier une randonnée. Pas d'intégration aux partenaires locaux pour le moment. Et l'application mobile doit être web-based pour le MVP uniquement. Voilà, donc je lui réponds à ces questions. Et il va comme ça aller itérer pour aller commencer à générer voilà, des différentes phases pour l'implémentation, certaines idées. Et donc, il me dit, OK, maintenant, il va passer à l'évaluation des idées. OK, continue. Donc là, il va faire ce qu'on appelle l'évaluation. Donc, c'est vraiment un tableau où il va commencer à évaluer sur des critères qui ont été donnés dans le prompt, la complexité, l'innovation, la faisabilité, etc., la valeur aussi pour l'utilisateur, pour pouvoir en fait, faire une priorisation des étapes. Et maintenant, je vais lui demander, il me dit, est-ce que tu veux que je crée des exemples d'issues pour le backlog ou souhaites-tu approfondir? Alors, je pourrais continuer comme ça à itérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller voir au niveau de mes outils si j'ai bien activé mon MCP Server GitHub. Donc, effectivement, j'ai accès à GitHub, donc je peux lui dire, OK, crée-moi directement les issues dans GitHub. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais aller dans la discussion, lui dire, en fait, utilise mon Planning Assistant, qui est spécifiquement dédié pour ça. Et comme ça, il va continuer avec cet assistant qui, lui, est vraiment spécifique pour la création des issues, qui a pas mal de spécifications sur comment les écrire, etc., les différents tags. Et donc, il va continuer avec le contenu pour aller me générer les issues. Donc là, on va avoir un petit peu de travail. Il va en fait prendre ce truc-là et va me proposer de dire, OK, je veux commencer par faire une action de create issue. Donc, je vais dire très bien. Et ce que je vais dire, hello pour this session. Donc là, en fait, plutôt qu'il me demande à chaque fois pour exécuter chaque commande, donc création d'issue, comme il y en aura plusieurs, je dis hello in this session. Il va me faire automatiquement toutes les issues. Alors, effectivement, sauf si j'ai une erreur. Process exited. OK. Je rencontre une erreur technique lors de la création. Voici les 5 issues structurées prêtes à créer manuellement. D'accord. Alors, par contre, pourquoi est-ce qu'il m'a... Je vais juste aller vérifier au niveau... Mais, hop, user, s'il est bien démarré. Ah, on va aller là. User, prêt, fait... Pourquoi est-ce qu'il veut pas?
serveur, préférences. Alors, il est où mon serveur? Il n'est pas démarré. On va enlever ça. C'est bizarre. Je ne trouve pas. Ah, settings. Ok, il est là. Et du coup, ah, ok, mon serveur a planté. Password initialize request. D'accord. Bon, j'ai mon serveur, mon MCP qui a planté pour GitHub. Bon, en tout cas, il a essayé de me créer les issues. Donc, heureusement qu'on les a créés en avance sur ta démo, Daniel. Du coup, je propose que tu prennes la main pour la suite parce que c'était la dernière étape en fait. Là, on voit le contenu effectivement des issues qui ont été créés, avec la description, pourquoi c'est important, les acceptances critériales, l'implémentation référence, etc. Donc du coup, là, en tant que product manager, moi, la première partie de mon travail est faite, donc je vais passer la main au développeur. Donc Daniel, c'est à toi de prendre la main pour la démo. Merci Philippe. Alors, je partage mon écran. Et là, oui, je peux passer en live. Ok, super. Donc, du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. On l'a déjà préparé avant la démo pour ne pas s'attendre. Hein, ça prend peut-être 15 minutes au coding agent de coder tout ça. Donc là, c'est déjà fait. Ceci, ce sont des issues qui ont été créées à travers ces reusable prompts. Donc, on peut voir, voilà, il y en a un pour le front-end avec un scope spécifique, des requirements, Daniel, etc. je crois que ton écran est tout noir. En tout cas, moi, je le vois noir. Ok, je vais partager à nouveau. Ah, ok. Est-ce qu'on voit Je crois que maintenant? a priori, c'était arrivé. Oui. Alors, normalement, elle est partagée maintenant, Ok. l'écran. Donc voilà, on a l'issue qui a été créée de manière très, très précise. Hein. Donc, ce qui est bien avec l'agent, c'est qu'on lui donne quelques instructions dans ces reusable prompts. Il va les suivre et il va aller au-delà si nécessaire. Et du coup, cela devient très utile pour moi en tant que dev, pour me lancer à coder, mais aussi pour les coding agents, pour peut-être déléguer certaines tâches sur le coding agent. On peut être déléguer l'entièreté des issues qui ont été créées sur le coding agent pour moi, en tant que dev, avoir une base sur laquelle démarrer. Et c'est justement ce que j'ai fait. J'ai tout simplement choisi les 3 issues et j'ai assigné les 3 issues en même temps à Copilot. Cela a été fait avant cette démo. Et les résultats, ce sont des pull requests que le coding agent a ouvert immédiatement sur ces issues quand il a été assigné. Hein. Donc, Copilot a été assigné. Et après, une fois qu'on assigne Copilot, il se met à créer un pull request. Donc voilà, on va voir un exemple pour la première, par exemple, le premier issue. Voilà la pull request. Et Copilot nous informe du résultat après un certain temps d'exécution. Et il nous explique, voilà, pour cette issue qui m'est demandé d'implémenter tous les méthodes, tous les endpoints de l'API. Voilà ce que je fais, j'ai implémenté tout ça de cette manière-là, avec cette architecture, etc. Et c'est prêt pour une révision. Et donc, du coup, on se trouve avec 24 fichiers qui ont été changés, avec pas mal de code, de lignes de code à réviser. Donc, ici, dans ce cas, on a 7700 lignes de code à réviser. Et effectivement, il y a pas mal de travail pour réviser tout ça. Donc, du coup, il faut juste prendre le temps, faire la révision ou aussi, une chose qu'on peut faire, c'est demander aussi à Copilot, l'agent de révision de pull request, à faire une première révision déjà et après passer nous juste derrière. Alors, cela peut nous faire devenir un peu nerveux, hein, 7700 lignes de code implémentées par l'AI. De quelle manière ça a été fait? Quel a été les flux de réflexion de Copilot? Et pas de souci parce que
on peut aller un peu plus en profondeur et voir de quelle manière Copilot a réfléchi à ces problèmes et de quelle manière a réalisé l'implémentation. C'est pour ça que j'appuie sur la touche View Session. On peut voir que Copilot a travaillé pendant 18 minutes sur le problème. On peut voir pas par pas ce qu'il a fait. Donc là, il explique, je vais commencer à explorer les repos, les contenus du repo, etc. Effectivement, il y avait certains documents, certains README. Donc, il va se baser sur tout ça. Il peut y avoir des instructions, Copilot Instructions. Donc, du coup, les Coding Agent va aussi les respecter. Et après, on peut essayer de débugger un tout petit peu les processus de réflexion de l'agent en vérifiant quels sont les pas qu'il a suivis, etc. Surtout si on se trouve avec une pull request qui contient du code qui diffère un tout petit peu de ce qu'on attendait. D'accord? Et donc, à ce moment-là, on peut faire un petit commentaire sur la pull request, si nécessaire, pour demander à Copilot d'à nouveau faire une petite itération. Donc, c'est un processus itératif, soit avec des commentaires dans la pull request, soit avec votre révision de la pull request. Vous pouvez demander à Copilot de retravailler la chose. Alors, il y a un autre petit détail intéressant. Copilot Coding Agent s'exécute dans les mêmes environnements et par les mêmes moteurs que GitHub Actions. Donc, en fait, on peut appuyer sur la touche View Verbose Logs pour aller voir les logs plus complets de l'exécution des Coding Agent sur cet issue. Et vous allez retrouver la même interface que pour un workflow GitHub Action. Et donc, on voit que Copilot s'est exécuté avec quelques steps. On peut vraiment aller voir en profondeur les logs du processing, etc., dans tous les détails. D'accord? Ceci devient intéressant pour débugger parfois des erreurs que Copilot Coding Agent peut rencontrer. Notamment parce que vous l'avez peut-être réalisé. Si Copilot Coding Agent s'exécute sur un environnement comme celui de GitHub Actions, ça veut dire qu'on peut définir cet environnement par nous-mêmes et du coup, on peut préparer cet environnement pour Coding Agent et cela peut générer des problèmes qu'on peut débugger dans les logs. Et voilà, rapidement, je vous montre aussi comment Coding Agent peut aussi se servir des serveurs MCP. Donc, vous pouvez configurer des serveurs MCP pour que Coding Agent ait accès dans sa séance. Et je vais vous montrer comment faire les deux choses. Donc, du coup, pour customiser l'environnement où Coding Agent s'exécute, il y a un petit fichier magique qu'il faut créer dans les dossiers .github qui s'appelle .github workflows, qui s'appelle Copilot Setup Steps. Donc, avec ce petit fichier Copilot Setup Steps, qui prend la forme d'un workflow GitHub Actions, on peut venir configurer l'environnement où Coding Agent s'exécute. Donc, on peut par exemple faire des choses assez utiles comme installer les dépendances. Comme ça, Coding Agent ne va pas perdre de temps là-dessus, ce qui va accélérer les processus de réflexion et d'exécution. Ou faire d'opérations plus complexes comme c'est contre Azure. D'accord? Ou autre type de steps que vous considérez nécessaires pour préparer l'environnement des Coding Agents. Et du coup, de quelle manière on peut passer des secrets et de quelle manière on peut configurer les serveurs MCP pour Copilot? Ça suffit d'aller sur les paramètres du repo et d'après aller sur les secrets et les variables des GitHub Actions. Et là, on va trouver les secrets que j'ai configurés pour l'environnement Copilot. Donc, du coup, pour ajouter des secrets pour Copilot Coding Agent, on a un environnement qui s'appelle Copilot sur lequel on peut tout simplement ajouter les environment secrets ou variables dont on a besoin. Et pour ajouter des serveurs MCP au Coding Agent, il va falloir aller sur la section Copilot, Coding Agent. Et là, on peut ajouter la configuration MCP en format JSON, qui est un standard entre la plupart des clients MCP qui existent. Et voilà, ce n'est pas différent ici. On peut aussi référencer des secrets qu'on a créés dans l'espace que j'ai montré auparavant.
Et du coup, on peut avec facilité configurer des serveurs MCP tels que les serveurs MCP Azure, ou peut-être les serveurs MCP, si ce n'est pas Figma ou Playwright ou n'importe quel serveur MCP qui serait utile pour Coding Agent pour qu'il réalise son travail. Et voilà pour la démo. Je pense, Philippe, qu'on peut passer aux questions. Oui, tout à fait. Alors, je vais repartager du coup mon écran avec les slides. OK. Donc, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Il y a eu quelques questions pendant la démo auxquelles j'ai répondu. Elles sont publiées, du coup, vous devriez tous les voir, mais notamment sur des questions de propriété, sur qu'en général, quand on fait le brainstorming, est-ce que ce qui est brainstormé, donc les réponses vous appartient, donc la personne qui fait la demande ou appartient à Microsoft. Donc comme tout en fait ce qu'on fait via GitHub Copilot, tout ce que vous générez, ça vous appartient bien à vous, hein, c'est à vous, et nous de toute façon on ne conserve pas de traces de ça, encore une fois, et on n'a pas du tout de propriété là-dessus, hein, c'est juste un service, en fait, un outil que vous utilisez, que l'on fournit. Et la deuxième question, c'était, et c'était assez intéressant, puisque du coup c'était pour résumer, donc quelqu'un qui demandait, qui dit, si je comprends bien, pour ta démo du coup, Daniel, le développeur n'a fait que 2 actions. Première chose, assignation à Copilot des issues, et deuxième chose, révision. Alors des pull requests par Copilot, oui et non, parce que ça permet de faire la revue par rapport à certaines règles, juste de valider ce que l'agent a généré au départ. Mais l'idée, c'est que c'est à vous de valider que fonctionnellement et dans la conception, c'est bien cohérent. Et d'ailleurs, on l'a vu dans ce que tu as montré, c'est que tu as fait des remarques dont il a tenu compte pour se corriger derrière, donc c'est quand même toi qui es aux commandes derrière. Mais donc du coup, c'est effectivement là où le développeur a plus un rôle dans définir les bonnes guidelines, le bon contexte, donner le bon contexte, les bonnes règles et les bonnes specs, en fait, les bonnes actions à faire à Copilot, qui lui va travailler en background. Et justement, c'est ce que j'aime bien dire, c'est qu'au final, par rapport au mode agent qu'on connaît dans l'IDE aujourd'hui, il faut dire que c'est vraiment un mode agent, mais qui est capable de travailler en background. C'est-à-dire qu'on va vraiment le faire tourner sur GitHub, et la différence du mode agent, vous êtes quand même directement en train de voir, d'interagir avec lui en direct. Là, vous allez interagir par le biais en fait des pull requests, des commentaires que vous allez faire, etc. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à juste cette question. Oui, alors ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on est sous contrôle en tout moment. Moi, ici, ce que j'essayais, c'est de créer un prototype très, très rapidement. Bien sûr, si vous laissez autant de liberté à Copilot, il va vous générer une application qui peut être bien loin de ce que vous savez vraiment en tête. Et ce qui est possible de faire, c'est d'ajouter des commentaires dans la pull request, de faire les révisions, de diriger Copilot dans les bons sens. Et après, si cela devient trop pénible, c'est peut-être mieux d'attaquer cette tâche sur l'IDE avec les soutiens d'agents dans l'IDE. Il y a un exemple qui est quand même un exemple que je pense qui va plaire à tout le monde. Je ne sais pas si je peux partager mon écran rapidement. Et c'est celui de la génération des docs. Donc, du coup, par exemple, je ne vais pas partager mon écran parce qu'on est aux questions, mais du coup, ce qui est assez faisable et facile à déléguer au Coding Agent, c'est la génération de la documentation de votre code. Donc, par exemple, hier, je travaillais avec Coding Agent pour me générer la doc sur un projet existant. J'ai demandé avec un reusable prompt de m'analyser quel doc manque dans mon code, de créer des issues sur GitHub pour que quelqu'un génère cette doc, et c'est tout assigné à Coding Agent. Et pour la génération des docs, c'est quelque chose qu'on peut bien plus facilement déléguer sans le risque qu'il part dans tous les sens aussi, hein, ce qui entraîne plus de temps à réviser les codes. Alors, du coup, on a une question qui demande, du coup, est-ce que tu peux montrer des interactions, mais du coup, je ne sais pas si c'est des interactions, d'autres types d'interactions, mais des interactions sur une pull request avec un agent. Donc là, c'était avec le... Ouais. Oui, Sur une alors, décision, c'est possible de partager l'écran, je pense? Manuela, is it possible to switch the screen sharing to Daniel?
Parce que, bon, alors je vais partager mon écran. Ok, du coup, ok, parce c'est qu'on a bon. la confirmation Tu peux partager. qu'on peut partager. Donc, du coup, c'est totalement possible de demander des changements à Copilot Coding Agent. Donc là, ici, j'ai une pull request où j'ai dit, écoute Copilot, il y avait un autre issue qui a été implémenté avec toutes les méthodes back-end. Hein. Donc, du coup, il y a eu entre-temps, il y a eu la définition de toutes les méthodes back-end. C'est le premier issue que je vous ai montré. Et je lui ai demandé de faire une révision pour voir si l'implémentation du front-end, du coup, est encore alignée et qu'il utilise vraiment le back-end qui a été implémenté dans un autre issue en même temps en parallèle. Et donc, du coup, Copilot a travaillé sur ça, sur la conciliation de tout ça, dans une deuxième séance. Ce qui se passe, c'est qu'il commence tout de suite à travailler après mon commentaire. On peut à nouveau voir la séance et vous allez voir qu'il y a eu, dans ces cas-là, dans cette pull request, il y a eu 3 séances différentes. Ça veut dire que j'ai itéré 3 fois avec Copilot. Et d'ailleurs, la première a trouvé une erreur. C'était the rate limit parce que j'ai assigné beaucoup d'issues à Copilot en même temps. La deuxième séance m'a fait quelque chose de bien, mais ce n'était pas aligné à l'API qui a été implémenté en parallèle. Et dans la troisième, ça a été résolu. Donc, à travers des commentaires, on peut itérer, on peut ajuster, on peut affiner. Et Coding Agent va se lancer à nouveau dans une séance et il va travailler pour nous. Ok, alors Voilà. on avait une autre question qui nous disait, alors où est la doc pour les options des méta-instructions qu'on avait montrées. Donc en fait tout ça c'est décrit dans la documentation. Alors il y a une partie qui est sur la documentation de GitHub Copilot. On a aussi certaines choses que j'ai montrées qui sont par exemple pour VS Code. Donc il y a dans la documentation de VS Code aussi. On pourra partager les liens éventuellement après, mais on trouve assez facilement dans la documentation publique. Elle évolue en fait très rapidement, donc il ne faut pas hésiter à retourner de temps en temps, même si vous étiez allé voir, parce que effectivement, elle évolue. Ah yes, je repartage le slide. Hop. Du coup, je passe sur la partie. Hop, questions puisqu'on est dedans. Autre chose, je prends les questions un peu en live et comme ça après on pourra dérouler celles qu'on avait déjà notées pour les slides. Alors, où est-ce que je peux aller si j'ai des questions concernant l'utilisation de Copilot? J'ai des soucis avec la création de messages de commit, il y a des images fichiers Excel. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'on a partagé la partie communauté. Donc on le repartage à la fin. Pour la personne qui a posé la question, je repartagerai le lien pour la communauté, puisqu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'on a pour le moment un channel Discord. On est en train de voir un petit peu comment on peut faire évoluer la chose. Mais l'idée, c'est au moins d'avoir un canal sur Discord où tu peux venir poser les questions pour qu'on puisse répondre et qu'il y ait un peu d'entraide en fait avec la communauté. Ensuite, on avait une autre question. Le GitHub Copilot agent étant exécuté comme une GitHub Action, utilise-t-il un GitHub Runner et la consommation associée au niveau des GitHub Actions? Donc là, Daniel, je vois que tu hoches la tête. Oui, tu précises, ouais. effectivement, il y a 2 consommations quand on utilise Coding Agent. Pour l'instant, hein, le modèle peut changer, mais une des consommations, ce sont les premium requests hein, au modèle qui font tourner Coding Agent, et l'autre, c'est effectivement les minutes pour tourner l'environnement sur lequel il s'exécute. Ok, peut-on offusquer, alors celle-là est assez précise, peut-on offusquer les instructions serveur MCP et custom prompt pour fournir un copilot déjà prêt à l'emploi à nos clients? Alors ça va être compliqué. On a la possibilité de proposer quelque chose un peu packagé avec les extensions, mais par contre ça va pas packager les serveurs MCP ou ce genre de choses. Donc l'idée par contre c'est que tu vas pouvoir construire. Si l'idée c'est d'avoir une offre pour pouvoir proposer à des clients une espèce de surcouche à Copilot, ça va être un mix peut-être entre une extension que tu vas pouvoir faire, une extension distribuée interne et des serveurs MCP que tu vas par exemple pouvoir distribuer en les mettant derrière une API management, en leur donnant du coup un accès via l'API management avec une clé particulière pour pouvoir sécuriser. J'imagine quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu vois autre chose, Daniel, pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Je peux ajouter un tout petit peu plus sur ce que tu as dit, Philippe.
du coup, la portabilité de toute cette configuration, encore aujourd'hui, elle n'est pas encore complètement achevée, mais il y a des moyens à faire. Donc, du coup, par exemple, la configuration des serveurs MCP, c'est quelque chose qu'on peut ajouter dans chaque repo, dans un dossier qui doit s'appeler .vscode. Donc, on peut créer un fichier mcp.json dans le dossier .vscode de chaque repo. Et là-dedans, on peut encapsuler pour ces repos spécifiques le serveur MCP dont il dépend. Et donc après, pour les instructions, c'est la même idée. Ça va devoir être ajouté pour chaque repo dans les dossiers .gitlab. Et pour les prompts, c'est la même chose. Par contre, pour les prompts, il y a déjà une alternative et c'est celle d'encapsuler des prompts dans des serveurs MCP. Donc, si vous êtes vraiment un utilisateur avancé, que vous développez vos propres serveurs MCP, sachez que vous pouvez délivrer des prompts à vos clients à travers des serveurs MCP. Mais bon, ce sont des use cases un peu plus avancés. Là, l'industrie avance un peu ensemble sur cette problématique de la portabilité. Notamment, par exemple, l'équipe, le comité MCP travaille sur un registre des serveurs MCP pour faciliter cette portabilité. Et je m'attends à que l'équipe VS Code de notre côté aussi améliore la portabilité d'instructions, prompts, etc. dans le futur. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a deux aspects, parce qu'il y a le côté portabilité. Donc là, aujourd'hui, on a pas mal de choses. Et le point de pouvoir offusquer toutes ces instructions, où là, effectivement, peut-être que l'approche qui serait là, qui se construit le plus avec le standard, comme tu dis, le fait de pouvoir distribuer aussi les prompts via le serveur MCP, ce serait effectivement de proposer en fait un serveur MCP custom qui embarque toutes ces choses, toute cette logique dedans, avec un point d'entrée. Enfin, voilà. Ce serait peut-être ça, mais aujourd'hui, effectivement, c'est encore en cours de spécification, on va dire, pour être quelque chose de plus standard. Ok. On avait plusieurs modèles pendant la démo. Où est-ce que les modèles sont inférés? Alors non, le modèle, on le choisit. On le choisit, et pour une raison très simple. Alors, la question est assez longue, il y a plusieurs questions. On nous demande... est-ce que les modèles sont inférés? Donc en gros, est-ce que la sélection du modèle se fait automatiquement? Est-ce que c'est hébergé chez GitHub ou est-ce que ce sont nos modèles? Est-ce qu'on peut utiliser un modèle fine-tuné avec notre contexte? Donc il y a pas mal de choses là-dedans. Dans l'idée, c'est que on a la notion de modèle standard, qui est aujourd'hui le modèle GPT 4.1 standard pour les requêtes de base. Et après, lorsque vous allez passer sur du mode agent, par exemple, ou même en mode ask, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des premium requests, donc utiliser des modèles premium, et c'est là où vous sélectionnez. Donc la sélection ne se fait pas pour vous. Vous allez pouvoir, par exemple, prendre du Claude Sonnet 3.5 ou 3.7, du Gemini, ou du GPT 4.5. On a voilà, tout un tas de modèles qui sont disponibles. Et là, c'est vous qui sélectionnez, et c'est vraiment de voir à l'usage en fait qu'est-ce qui répond bien ou pas à vos usages. Prenez tant que vous le pouvez un modèle standard, et quand vous sentez qu'il y a le plus besoin de grosses tâches, par exemple comme c'est le cas pour des grosses tâches d'écriture de code ou beaucoup d'étapes, de prendre un modèle, par exemple comme Claude 3.5 ou Claude 3.7 Sonnet, qui sont très forts là-dedans. Et cela, du coup, alors pour l'hébergement, c'est précisé sur la documentation, ils sont pas tous hébergés chez GitHub. Par contre, il y a bien des conditions en termes de protection des données, d'usage au niveau des données, qui sont précisées et qui sont toujours standards par rapport aux conditions de GitHub, et qui sont précisées sur le site. Donc là, je vous invite vraiment à regarder la documentation. On a tout ça qui est précisé en fonction des modèles. Mais c'est bien à vous de le choisir, et c'est notamment une des questions en termes de pricing. Alors on reviendra peut-être dessus après. Ça sera bien d'avoir un support pour ça. Mais voilà. Et dernier point pour tout ce qui est qu'on a nos modèles fine-tunés, on a également la possibilité, par exemple, d'aller pointer sur les custom modèles. Donc en fait, de pouvoir avoir, si vous avez par exemple déployer un modèle via AI Foundry, d'avoir un endpoint Azure OpenAI sur lequel vous pouvez pointer en fait avec GitHub Copilot pour faire vos requêtes également. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Elle était très complète celle-là. J'ai peut-être oublié des points, Daniel, n'hésite pas à compléter si jamais. Ok.
Ça marche. Comment le point GitHub folder a été généré initialement avec tous les subfolders et fichiers? En fait, il n'a pas été généré automatiquement, on les a créés nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est spécifié dans la documentation. Donc c'est vraiment des conventions. Des conventions qui sont décrites dans la documentation. Le point GitHub, c'est par convention un dossier. On va retrouver également, par exemple, tous les workflows GitHub Action quand vous les déterminez dedans. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et donc, on a simplement des fichiers et des dossiers spécifiques qu'on va les mettre selon certaines conventions. Par exemple, les custom prompts, c'est .prompt.nd pour les retrouver en commande slash. Pour les instructions, en fait, c'est un .instructions.md qui fait qu'automatiquement, ce sera pris dedans quand ça s'applique par rapport aux métadonnées et aux filtres qu'on a pu définir. Donc en fait, c'est des conventions et tout ça, c'est décrit dans la documentation de GitHub et de GitHub Copilot. Ok, on a plein d'autres questions. Alors, ce que je propose, c'est qu'à la limite, on va essayer de faire... moi, je vais dérouler les questions parce qu'on avait pas mal de questions aussi en entrée à l'inscription. Donc, pour éviter qu'on passe trop de temps, je vais passer sur les slides. Et à la limite, si tu veux, Daniel, pendant ce temps, tu peux déjà passer quelques réponses dans le chat. On va essayer de répondre au maximum comme ça en parallèle. Alors, sur les questions qu'on avait qui étaient remontées lors de l'inscription, est-ce que GitHub fonctionne avec du code hébergé en dehors de GitHub, par exemple Azure DevOps? Donc ça, c'était une question qu'on avait déjà eu précédemment. Alors, GitHub Copilot, toutes les fonctionnalités qui sont dans l'IDE, vont fonctionner même si vous êtes en dehors de GitHub. Alors, créer des issues, en fait, là, on se sert du serveur MCP pour aller faire des actions sur la plateforme GitHub. Donc là, effectivement, on va avoir besoin d'avoir un compte GitHub et d'avoir tout ce qu'il faut. Maintenant, par exemple, pour tout ce qui est génération du code, refactoring, etc., ça marche que vous soyez en local, sur du Bitbucket, sur du GitLab, peu importe. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, toute la partie coding agent qu'on a pu voir qui fonctionne sur la plateforme GitHub, toute la partie revue de code dans les pull requests, la partie également, ce qu'on appelle Copilot Autofix, qui va en fait avec GitHub Advanced Security. Donc quand on a une vulnérabilité qui est détectée, que Copilot l'analyse et propose un fixe automatique, tout ça, ça fonctionne sur la plateforme. Donc vous ne l'aurez pas si votre code n'est pas hébergé sur GitHub. Donc c'est vraiment tout ce qui se retrouve au sein de l'IDE, vous l'aurez sans avoir nécessairement besoin d'avoir votre code sur GitHub. Et donc, ça fonctionne sur Azure DevOps. Maintenant, pour profiter de toutes les avancées, en fait, il faut savoir que pour globalement nos clients qui sont aujourd'hui sur Azure DevOps, qui veulent en fait profiter des fonctionnalités de GitHub Copilot sur le code, en fait, c'est très simple aujourd'hui de migrer juste les repos sur... on a les outils en fait pour ça, pour migrer vos repos Azure DevOps sur GitHub. En fait, garder les pipelines, le board que vous utilisez sur Azure DevOps, puisqu'il y a vraiment une interconnexion entre les deux outils qui se fait, et du coup, profiter comme ça de toutes les fonctionnalités de GitHub Copilot sur la plateforme. Alors, quelles sont les sources des réponses fournies par GitHub Copilot? Nous utilisons Stack Overflow, mais du fait de l'essor de l'IA, le nombre de questions et de réponses sur Stack Overflow diminue drastiquement. Si c'est là ou l'une des sources pour Copilot, est-ce que ça ne va pas poser un problème à terme pour avoir les bonnes réponses par Copilot? Alors, c'était une des sources à la base d'entraînement. Il y a la plus principale, c'était tout le code public en fait qui était sur GitHub, mais il y avait aussi bien sûr ces sources-là, des documentations, etc. Aujourd'hui, on a de nombreux modèles qui ont du coup leur base de connaissances qui vient de jeux de données différents, et on a notamment des jeux de données aussi, des entraînements qui sont faits sur certains modèles par GitHub pour améliorer. C'est le cas notamment récemment du modèle qui est utilisé pour la partie code completion, où on a eu un jeu d'entraînement spécifique sur un certain nombre de repos sélectionnés et filtrés comme étant contenant du code de haute qualité. Donc vraiment, là, ça a été un gros travail pour faire la sélection, et pour les 30 langages de programmation les plus populaires sur GitHub, qui fait qu'on a des résultats beaucoup plus précis aujourd'hui. Donc en fait, on a des avancées là-dessus, donc ce ne sera pas un problème. Le fait que ça diminue, c'est effectivement un effet de bord naturel qui fait qu'on a moins besoin de Stack Overflow, puisque GitHub Copilot est capable de répondre.
une petite animation. Ok, est-il possible d'aborder tous les sujets? Alors ça, c'est une question par rapport aux sessions. Est-il possible d'aborder tous les sujets durant le temps de la présentation GitHub Copilot Office Hour d'1 heure? Oui, c'est le but. En tout cas, tous les sujets liés à GitHub Copilot, de préférence. Mais c'est l'idée, en fait, c'est que vous puissiez poser un maximum de questions, qu'on puisse répondre et si possible. Pour ça que le fait de poser des questions en avance permet des fois de préparer aussi des démos en fonction de ça. Mais voilà, de vous partager du contenu. Donc oui, pas de souci. Alors, quel est le prix de la licence? J'utilise aujourd'hui la version gratuite et la licence payante. Est-elle aussi efficiente dans Visual Studio 2022? Alors déjà, il faut savoir que quand vous utilisez le plan GitHub Copilot Free, vous avez exactement les mêmes GitHub Copilot, c'est le même service, donc les mêmes performances que vous allez retrouver. La différence, c'est qu'en fait, GitHub Copilot Free, vous allez avoir une limite en nombre de requêtes, c'est-à-dire que vous allez être capé. Pour avoir, donc vous avez le vrai service complet, mais au bout d'un moment, vous arrivez à la limite. Donc effectivement, oui, si tu prends une version payante, tu auras la même qualité que ce que tu as aujourd'hui de réponse. Et en revanche, par contre, tu auras droit à beaucoup plus de requêtes, puisque tu seras en illimité sur le modèle standard, mais tu auras aussi beaucoup plus de requêtes dites premium, justement avec le mode agent, etc., en fonction du plan que tu choisis. Après, on a différents plans entre les plans pour les entreprises et pour les individuels, on va dire, les personnes qui prennent à leur compte, freelance ou voilà. Puisqu'on a des plans pro, je ne sais plus si c'est pro plus ou pro premium. On a voilà, différents plans GitHub Copilot Enterprise, on a For Business aussi qui est celui à $19. Donc en gros, on a le For Business à $19. Voilà, il y a du coup dans le chat Daniel qui a partagé le lien vers les plans. Et du coup, bon, ça va dépendre après de certaines fonctionnalités que vous aurez, par exemple la partie Copilot for Business. Vous avez vraiment l'idée, c'est d'avoir les fonctionnalités sur l'IDE, quelques fonctionnalités sur la plateforme, sur des repos gratuits. Et après, vous avez surtout un certain nombre de requêtes premium qui sont intégrées. Par exemple, si on prend le for Business à $19, qui est globalement ce qui est le plus répandu aujourd'hui chez nos clients, vous avez 300 requêtes premium qui sont intégrées. Mais alors, il faut tenir là-dedans. Une requête premium, c'est par exemple quand on commence une discussion, une session avec le mode agent. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ah bah tiens, j'ai besoin que tu me refactores, tu me génères des codes pour ça. Et tant qu'on interagit avec lui, c'est une session. Et donc, tant il continue d'avancer, pour lui, c'est toujours une requête. C'est à chaque fois que nous, on lui donne une instruction, que ça va en consommer une. Et après, on a un multiplicateur en fonction des types de modèles. Par exemple, Gemini de tête, le Gemini Flash, c'est un multiplicateur 0,25, c'est-à-dire que si on n'utilise que celui-ci, dans notre crédit de 300 requêtes, en fait, on va pouvoir faire 1200 requêtes, 4 fois plus. Si vous prenez par exemple un Claude 3.7 Sonnet, c'est un multiplicateur de 1, donc vous pourrez faire 300 demandes à Claude 3.7 Sonnet. Au-delà de ça, vous pouvez passer en mode pay as you go. Donc en fait, c'est la requête, je n'ai plus le prix exact en tête, mais c'est quelques centimes. Ou passer sur un plan supérieur. Voilà. Pour détailler, après on a toute la documentation là-dessus qui a été partagée du coup dans le chat. Le plugin GitHub Copilot for Eclipse est marqué comme étant encore en version bêta. Quels sont les plans pour ce plugin? Les plans pour ce plugin, c'est bien sûr de sortir du mode preview, hein, c'est bien sûr prévu, mais aujourd'hui on n'a pas de date à partager. En fait, ce sera quand on jugera effectivement que le plugin est suffisamment mature. Maintenant, on a effectivement un cycle qui est assez rapide, c'est ce qu'on voit. Donc, on peut espérer ça dans les mois qui viennent. Je ne peux pas dire vraiment plus, mais en tout cas, le plan, c'est bien de sortir de la preview pour être dans un mode production ready. Alors, comment créer des étapes d'avancement de projet sur GitHub? Alors là, en fait, pour moi, comme je l'ai compris, moi, peut-être Daniel, tu me diras si tu comprends différemment, mais cette question-là, pour moi, sort du côté GitHub Copilot. Là, on est sur la partie GitHub Platform, et c'est plus de dire, c'est la partie project de GitHub. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, GitHub, quand vous avez un repo, vos issues de base, et en fait, c'est l'idée de gérer un backlog, de gérer des échéances, des itérations, par exemple, ce genre de choses. Et ça, du coup, se fait avec Project. Est-ce que la question, tu l'avais compris comme ça aussi, Daniel? Okay. Oui.
Pour moi, Ok, tout à fait. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir des interactions possibles avec justement GitHub Copilot pour qu'il puisse aussi interagir avec ce module de project qui s'appuie sur les issues. Mais du coup, c'est encore en train d'évoluer. Donc aujourd'hui, c'est pas suffisamment, c'est pas encore complet par rapport aux capacités de la partie project. Mais effectivement, c'est là-dessus qu'il faut regarder. Et encore une fois, dans les ressources que je vous partage à la fin, il y aura vraiment des tutoriels spécifiques aussi pour cette partie-là, pas que pour Copilot. Alors, comment assurer la qualité des réponses à chaque question posée dans le prompt? Donc là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on va assurer la qualité de nos réponses. Va y avoir un mix en fait entre le fait de donner le bon contexte, les bonnes instructions, en fait, pouvoir exprimer votre demande, avoir suffisamment peut-être de reusable prompt ou de copilot instruction pour cadrer suffisamment ce que vous attendez, pas avoir à vous répéter à chaque fois. Et encore une fois, dans le contexte, lui donner les bons points d'entrée. C'est-à-dire pas lui demander de façon ouverte sur tout votre code source à chaque fois et qu'il se débrouille. Il va pouvoir le faire, il est de plus en plus efficace là-dessus. Mais c'est toujours mieux de lui préciser, par exemple, sur quel dossier, sur quel module vous vous concentrez, sur quel fichier, tel fichier, de lui dire, par exemple, je veux que tu m'écrives des tests, écris-moi des tests avec tel framework si on ne l'a pas précisé, etc. Donc en fait, ça va être ça qui va vous assurer d'avoir une bonne qualité de réponse par rapport à vos demandes. Ensuite, on avait la question, on entend beaucoup parler de Cursor AI ou Windsurf dernièrement. Et du coup, quelle est pour vous la plus-value de GitHub Copilot comparée à ces IDE? Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, en fait, que GitHub Copilot, déjà, on ne va pas se limiter à un IDE. C'est effectivement, on a des intégrations aujourd'hui dans tous les plus grands IDE. On parlait d'Eclipse, par exemple, tout à l'heure. On a bien sûr Visual Studio VS Code. On a tous les IDE de JetBrains. Il y a aussi Xcode. Voilà, l'idée, c'est de s'intégrer partout, plutôt ça, déjà. Et aussi en dehors de l'IDE, en fait, c'est toute l'intégration de GitHub Copilot partout sur la plateforme GitHub. Donc la plus-value se retrouve aussi ici, c'est-à-dire, on a vu la partie brainstorming, planification, etc. Mais toute la partie code review dans les pull requests, le coding agent, bien sûr, mais également en fait sur tous les aspects sécurité, donc avec GitHub Advanced Security, où en fait toute la partie scanning des vulnérabilités, en fait on a GitHub Copilot qui propose automatiquement des fixes, donc dès qu'on trouve la vulnérabilité, en fait il propose un fixe. C'est vraiment une approche qui est globale, et toute cette intégration qu'il peut y avoir avec tout l'écosystème aujourd'hui, avec GitHub et tout l'écosystème Azure et bien sûr tous les autres après avec les MCP, mais ça les MCP c'est quelque chose d'assez classique. Mais l'idée c'est de pas de se concentrer, d'arriver avec une offre sur un IDE, vraiment l'intégration multiple des IDE et l'intégration surtout à la plateforme derrière qui fait la grosse différence, quoi. Je ne sais pas si Daniel, tu voulais aussi rajouter quelque chose là-dessus? Ah, pardon. Pour moi, il y a un avantage au-delà de tout ce qu'on a dit, et c'est la vision complète de Microsoft sur les outils développeurs. Il n'y a pas que GitHub Copilot, mais vraiment chez Microsoft, on travaille sur la vision des Agentic DevOps. Donc, il y a GitHub Copilot, oui, c'était le début. Mais on est en train d'ajouter des agents additionnels du côté Azure, par exemple, avec l'agent SRE ou Site Reliability Engineer. Donc, c'est un agent sur Azure qui veille pour que vos applications restent productives en production et que vous n'ayez pas besoin de vous réveiller à 2 heures du matin parce qu'il y a une erreur en production. Et du coup, ils travaillent ensemble. SRE Agent ouvre un issue pour Coding Agent. Il va venir résoudre les problèmes, etc. Donc, en fait, c'est aussi un différenciateur que je pense qu'il faut prendre en considération, y compris le fait qu'on vient de sortir en open source le cœur, l'extension GitHub Copilot sur VS Code. Donc, du coup, ça veut dire que VS Code est le premier IDE et natif AI avec IA natif complètement open source, y compris toute l'interaction avec Copilot. Oui, tout à fait.
Alors, pourquoi il n'y a pas de modèle de Mistral AI proposé dans GitHub Copilot Chat? Alors, déjà, c'est le cas aujourd'hui, mais on voit en fait il y a très régulièrement de nouveaux modèles qui arrivent, donc ça veut dire que ça veut pas dire que ce sera pas le cas demain. Et encore une fois, on a cette solution du custom modèle qu'on peut héberger par exemple sur un iFoundry pour aller par exemple rajouter du code Stral et l'intégrer avec GitHub Copilot. Ça c'est tout à fait possible aujourd'hui. Donc on a des solutions et après sur les modèles, bien sûr c'est pas du tout fermé. On voit on a régulièrement de nouveaux modèles qui arrivent. Donc ce sera peut-être le cas bientôt. Alors là, on avait comment créer des agents efficacement en mode RAG. Donc là, encore une fois, la question était, j'avais un petit doute parce que donc l'idée, je pense que par rapport à la session, ça va pas être de dire comment est-ce que vous pouvez créer des agents avec par exemple AI Foundry, faire du RAG, etc. L'idée, c'était plus de dire comment intégrer un peu les processus de RAG à GitHub Copilot pour nos requêtes pour améliorer les résultats. Et donc RAG pour juste le contexte, c'est le Retrieval Augmented Generation. Le principe, ça va être de dire, pour améliorer les réponses qui sont fournies par une IA générative, ça va être de faire d'abord ce qu'on appelle un retrieval, donc aller rechercher une information qu'on va rajouter au contexte de la requête pour en fait que l'IDE s'appuie vraiment sur cette information spécifique pour le faire. Alors aujourd'hui, on a dans ce cas-là, avec GitHub Copilot, on a plusieurs façons de le faire. Déjà, en fait, quand vous ajoutez des éléments à votre contexte, c'est déjà ce que vous faites. Vous enrichissez votre contexte avec des éléments précis pour améliorer la réponse. Et on va pouvoir faire, par exemple, aussi aller rechercher des informations sur Internet, par exemple, avec le fetch, qui est capable d'aller rechercher la documentation. Donc, par exemple, si vous lui dites, vous demandez comment faire une montée en version d'Angular 17 à Angular 18, par exemple, de votre code, et vous faites un fetch, vous utilisez la commande fetch, il va d'abord aller rechercher cette information sur Internet, donc il va vous proposer sans doute d'aller chercher l'information sur la documentation d'Angular, récupérer ces informations, et avec ces informations-là précises des instructions du coup de monter en version de la version 17 à 18, l'appliquer ensuite sur votre code pour générer. Donc ça va être des moyens de le faire. Et ensuite, si maintenant c'est du RAG, vraiment vous avez un index, par exemple, je sais pas, sur une base de données Cosmos DB ou un iSearch de documentation non spécifique ou de réglementation sur lesquelles vous voulez que GitHub Copilot aille rechercher des informations, fasse des requêtes et utilise les résultats pour générer des réponses du code, vous pouvez également l'intégrer via des serveurs MCP, encore une fois, qui vont permettre d'attaquer soit ces bases de données Cosmos ou peu importe, base de données que vous utilisez, Postgre par exemple, si vous l'avez mis dedans, ou les search, et du coup, l'utiliser comme ça. Donc c'est vraiment par ces biais-là qu'on va passer pour moi, pour faire du RAG en fait avec GitHub Copilot. Alors, je souhaite recréer en pur HTML CSS le site flowcon.fr, créé à partir d'un template Hugo. Quelles étapes pourrions-nous utiliser avec GitHub Copilot? Alors, il y a plusieurs choses. Le plus précis va toujours être de dire on va passer par peut-être extraire depuis ce site existant pour aller faire un vrai prototype sur Figma et utiliser le MCP Figma. C'est ce qu'il y a de plus précis en termes de génération. Vous avez aussi la possibilité de faire une capture d'écran et de lui mettre le visuel pour qu'il soit capable de recréer le site. On a voilà, tout un tas d'approches qui sont possibles. Pouvoir donner le code qui est généré aujourd'hui, lui demander de nettoyer. On a plusieurs approches, mais en tout cas, on peut utiliser la partie vision, on peut utiliser les serveurs MCP, on peut utiliser plusieurs choses. Le plus précis sera toujours, si c'est possible, en tout cas depuis le site existant, de faire un template, vraiment une spécification en termes UI sur un Figma et d'utiliser le MCP Figma pour directement implémenter derrière. Ce sera le résultat le plus précis qu'on a aujourd'hui. Comment optimiser l'utilisation de la Copilot IA dans VS Code pour un data analyst, pour les langages VBA, Excel, R et SQL, possède-t-il package utilisable dans VS Code? Par exemple, construire un programme de tarification dynamique dans le secteur marchand. Donc là, ce qui va bien marcher, en fait, c'est d'ajouter encore une fois du contexte. Donc soit des Copilot Instructions, des instructions spécifiques par rapport à votre modèle de données, au langage que vous utilisez, etc., pour qu'il génère des choses plus précises et surtout, et par exemple, ce que vous avez dans le cas d'une base de données, si vous voulez générer des requêtes avec une base de données, pourquoi pas vous avez
serveur MCP qui vous permet d'accéder directement, un accès directement à la base de test par exemple, mais qui a le même schéma que les données, le même type de données que vous avez en prod, du coup, utilisez directement le serveur MCP, le donner à GitHub Copilot pour qu'il soit capable d'aller directement chercher lui-même les informations et vous générer les bonnes requêtes. Voilà. Ensuite, on demandait effectivement de l'aide globalement pour un débutant, des formations pour un développeur, pour faire les premiers packs Copilot, les langages supportés, les astuces pour démarrer, etc. Alors là, je vous ai partagé tout un tas de ressources. Donc, je vous invite à faire une capture d'écran. Ce sera dans le replay également, mais voilà, si vous voulez tout de suite, ce sera bien. Quelques ressources intéressantes. Vous avez une zone lab qui dure en 2 à 3 heures. Vous pouvez vraiment, vous allez pouvoir découvrir depuis le début, donc depuis vraiment le mode tout débutant, toutes les fonctionnalités, les bonnes pratiques et plein de cas d'usage pratiques jusqu'au mode agent et des cas d'usage un petit peu avancés. Donc ça, c'est une zone lab que vous pouvez jouer. Il y a bien sûr les replays de nos Office Hours, puisqu'en fait, on a eu des démos à chaque fois. Donc vous avez 5 replays déjà aujourd'hui disponibles. Il y a ensuite la partie... Pourquoi il m'a caché le titre? Ok. GitHub Pathway, qui est en fait des petits chemins de formation, des petits modules de formation que vous pouvez faire sur les différents aspects. Et donc, vous avez bien sûr la partie AI Powered Development with GitHub Copilot, mais vous avez aussi la partie gestion de projet, par exemple, avec GitHub Project, ou alors la partie GitHub Action. Donc là, c'est toujours intéressant à retrouver. Et ça peut vous aider aussi à préparer les certifications, si vous souhaitez passer les certifications par la suite. Et ensuite, on a bien sûr la communauté pour l'entraide, donc avec le lien pour accéder juste en bas, si vous avez des questions, les différentes ressources en fait de GitHub aussi qui sont regroupées sur ce site, et la newsletter auquel vous pouvez souscrire, sachant qu'encore une fois, une autre ressource qui est très utile, c'est la documentation tout simplement parce qu'elle est très à jour, donc n'hésitez pas régulièrement à retourner voir un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté. Donc on avait les questions dans le chat et je pense qu'en termes de timing, on est arrivé au bout. Donc hop, information intéressante. Pour les Office Hours, alors on n'a pas encore le lien d'inscription, ça va venir très rapidement, donc on vous informera, mais du coup, la prochaine session aura lieu toujours le deuxième mardi, mais on se retrouve en septembre, du coup, après les vacances, le 9 septembre, et je peux déjà du coup vous annoncer que le thème, ce sera la modernisation des applications, donc vraiment comment mettre à jour vos applications, que ce soit des applications JavaScript, .NET, Java, on fera un petit peu un tour des fonctionnalités puisqu'on a pas mal de choses là-dessus. Donc ce sera vraiment le cas d'usage sur lequel on va se concentrer au niveau de la démo. Et donc ce sera le 9 septembre à 17h. Et vous avez également un nouveau format en fait qui s'appelle les GitHub Copilot What's New, qui lui est un format qui va se tenir tous les 2 mois avec la prochaine session du 24 juin et là qui est plus focalisé sur partager en fait vraiment les dernières fonctionnalités, les dernières annonces qu'il y a pu avoir. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire un récap de toutes les nouveautés. Là où les Office Hours, on va vraiment se concentrer sur les cas concrets, l'usage des use cases et les problématiques que vous pouvez rencontrer. Et voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks, parce que là, on a fait une première saison de 6 épisodes. C'était un essai, donc on cherche toujours à améliorer. Donc n'hésitez pas à nous faire des feedbacks, les choses que vous trouvez bien et les choses que vous trouvez moins bien également qu'on pourra améliorer, ou des idées que vous auriez. C'est toujours bienvenu, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, voilà, si vous voulez rejoindre la communauté, vous pouvez rejoindre le Discord des communautés françaises techniques avec le canal spécifique dédié à Copilot. Merci à tous et à très bientôt en septembre et bonnes vacances à tous. Merci à tous. Bonnes vacances.